m'appelle Yannick Ngoussop, je suis chargé de digitalisation et administrateur système au sein de l'entreprise Jean Darcel Cosmétique Group, basée à Kiel, Bodeweers en Allemagne. Pour la petite histoire, Jean Darcel Cosmétique Group est spécialisé dans la conception, le développement, la formulation et la fabrication de produits de haute qualité pour le corps et le visage. Vous pouvez retrouver nos produits sous la marque Jean Darcel, mais avec un peu plus de 25 000 matières premières à sa disposition, un peu plus de 10 800 matériels d'emballage différents. Jean Darcel Cosmétique Group propose également une large gamme de services qui va de la conception d'un produit jusqu'à sa distribution sur le marché, en passant par la stratégie marketing et la gestion commerciale. C'était pour la petite pub. Donc, je vous invite également à scanner ce QR code-là pour me suivre sur les réseaux, pour ceux avec qui je ne suis pas encore connecté. Sans toutefois tarder, donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Comment s'y prendre pour passer du papier au numérique? Comme vous le savez, certainement, la transformation digitale et les nouvelles technologies tiennent une place plus qu'importante et essentielle dans le monde des entreprises et représentent désormais une nécessité. En effet, pour survivre, les entreprises doivent se numériser et d'où la nécessité d'ailleurs de ce salon industriel. Mais pour ces entreprises-là qui n'ont pas encore fait le premier pas, ces entreprises-là qui n'ont pas encore pris le train de la transformation digitale, une seule question subsiste, comme c'était le cas pour nous: comment s'y prendre? Dans les prochaines minutes, il sera donc question pour moi de partager avec vous le bilan d'immersion de notre service de production, en particulier du service de maintenance, dans ce monde numérique. Alors, nous allons commencer par poser les bases en définissant qu'est-ce que c'est que la transformation numérique. La transformation numérique, encore appelée transformation digitale ou e-transformation, fait son apparition dans les années 2000 et désigne tout simplement un phénomène de mutation qui consiste à remplacer l'ensemble des processus métiers manuels par des alternatives numériques et digitales. Cependant, il existe une différence manifeste entre numérisation et digitalisation. La numérisation est un processus plutôt mécanique de traduction des données dans un format numérique, sachant qu'un format numérique est constitué de 0 et de 1. La digitalisation, quant à elle, consiste tout simplement à utiliser ces données numériques pour améliorer l'ensemble des processus. Donc maintenant qu'on sait de quoi il s'agit, il est important donc de savoir ce qu'elle représente. La transformation digitale pour une entreprise représente tout d'abord un facteur d'amélioration des processus organisationnels, en ce sens que après une mutation digitale progressive, les entreprises peuvent optimiser et rendre efficient l'ensemble de leur processus de gestion, depuis la gestion client et fournisseur jusqu'à la stratégie marketing, en passant par la qualité des services et des produits. D'autant plus que certaines entreprises, même par l'adoption de nouvelles technologies, ont découvert de nouvelles sources de revenus. Un exemple flagrant, c'est le marketing digital ou encore le e-commerce. Un autre point, c'est un impératif de survie. Comme je l'ai déjà indiqué à l'introduction, le chamboulement lié au progrès numérique constant pousse les entreprises à se numériser pour survivre, pour la simple et bonne raison que aujourd'hui, les consommateurs et les utilisateurs attendent une expérience hautement numérique et technologique et abandonnent tout simplement les entreprises qui n'en proposent pas. Un autre point important, c'est un moteur de performance économique. Ce diagnostic est d'ailleurs confirmé par des études récentes, même si les bienfaits des progrès digitaux n'atteignent pas encore tous les secteurs. Les entreprises qui s'adaptent, qui changent et s'adaptent aux nouveaux marchés ont plus de chances de maintenir leurs revenus au fur et à mesure que les sources de profit se déplacent. Donc, pour toute cette raison-là, il est important d'aborder ce sujet-là. Lorsque
nous avons commencé donc nos premiers pas dans ce monde numérique. Notre vision se repose sur les différents facteurs abordés précédemment et nous permet tout simplement, de manière générale, hein, parce qu'il faut le dire, c'est un changement profond qui nécessite de s'appuyer sur l'ensemble de nos collaborateurs, sur leur expérience, sur leurs connaissances, afin de métamorphoser notre démarche de gestion en perfectionnant notre manière d'aborder les opérations en interne. Tout ceci donc dans le but ultime de améliorer les conditions des uns des autres au sein de notre service de production, d'augmenter notre compétitivité, de fidéliser nos clients par la même occasion et d'augmenter notre productivité. Donc, lorsque nous avons commencé notre projet, nous avons effectué quelques études d'avant-projet qui portent notamment ici sur l'état des lieux de la production avant que ce projet ne commence. Et je ne vous apprends rien si je vous dis que l'absence d'outils de gestion de maintenance conduit inéluctablement à un manque d'organisation. Parce que vous pouvez, avec un fichier Excel, par exemple, organiser des bons de travail, organiser des bons de commande ou encore filtrer ou faire des recherches spécifiques, mais vous ne pourrez jamais rationaliser l'ensemble des processus de maintenance parce qu'il faut vraiment qu'on soit d'accord là-dessus. Donc, un autre point de notre constat, c'était la saisie analogique des données qui, sans surprise, est un chaos total pour notre personnel. Parce que vous devez vous imaginer que l'ensemble des données, qu'il s'agisse d'interventions de techniciens ou encore de nos gestions de stock d'équipements, la plupart se faisaient sur du papier. Donc, vous imaginez qu'on puisse écrire les temps de production, les temps d'arrêt de manière analogique. Et ça représentait également une perte de temps qui pouvait être réinvestie sur des tâches plus productives. Donc, pour ces raisons-là, il était impératif pour nous de passer le plus rapidement possible à autre chose. Donc, nous avons également mené une petite étude en interne concernant les facteurs de ralentissement de manière générale des nouvelles technologies, parce qu'on se pose la question de savoir pourquoi est-ce que notre entreprise ne s'est pas adaptée au fur et à mesure des années quand ces nouvelles technologies ont fait leurs apparitions. Donc 30% donc estiment que ceci est dû à la méconnaissance des nouveaux outils numériques et le manque de compétences. 25% pensent plutôt que c'est dû au manque de repères quant à la façon de mener ce changement. Et honnêtement, c'était un peu notre cas parce qu'on ne savait pas trop par où commencer. Et 20% des collaborateurs estiment qu'il y a un manque de formation des salariés. 18% pensent que la société n'a pas suffisamment investi dans ce domaine-là dans les 15 dernières années. Et 7% estiment que ce n'est pas un sujet prioritaire pour le top management. Alors non, c'est un sujet plus que prioritaire. Et à la vue donc de ce petit sondage, il a fallu mener donc une campagne déjà de sensibilisation en interne pour pouvoir convaincre et amener nos différents collaborateurs dans ce changement-là, parce que nos employés sont au cœur de ce changement-là. Donc il a fallu leur donner des détails, leur expliquer ce que ça change, ce que ça améliore dans la manière de travailler dans les différentes tâches au quotidien. Et une fois qu'on avait plus ou moins fédéré la plupart des collaborateurs, on s'est donc dit c'est le moment de se lancer. Pour mener à bien donc notre projet, on l'a établi en différentes étapes. Et la première consistait à identifier les objectifs, parce que c'est l'une des étapes les plus importantes, parce qu'il faut savoir ce qu'on vise en fonction de l'état des lieux qui a été fait en interne. Et proportionnellement à ça, il fallait donc étudier les différentes offres qui s'offrent à nous par rapport à nos critères aussi, parce que vous savez, pour ce genre de décision, il y a des critères internes qu'il faut prendre en compte. Il y a des solutions qui existent, mais toutes ne sont pas adéquates pour notre production. Ensuite, donc, on est passé à la conception, le développement et l'architecture de notre future solution. Et on a terminé par la phase de test et de formation du personnel.
Donc, comme je disais, le personnel est au cœur de notre transformation. C'est la raison pour laquelle on a commencé par identifier les différents acteurs qui rentraient dans notre transformation. Et dans notre cas, on a tout d'abord les exploitants de la chaîne de production qui sont donc en contact direct avec la future solution, suivi de nos chefs d'équipe et des différents techniciens qui organisent la production quotidienne et interviennent en cas de panne et d'arrêt. Ensuite, on a l'administrateur système donc, qui, d'une certaine manière, supervise le projet et l'implémente. Dans notre cas, il s'agit de moi, à l'occurrence. Et on termine par nos différents responsables qui, eux, sont plus orientés sur l'analyse des données récoltées et la stratégie à mener. Donc, pour ce qui est des objectifs, vous le savez certainement, réduire et limiter le nombre et la durée des arrêts de production est l'une des principales missions du service de maintenance. Et dans notre cas, malheureusement, cela représentait jusqu'à 40% du budget de la production. Quelles qu'en soient les causes, il faut savoir que les arrêts de production ont un effet premièrement sur le coût, ensuite sur la gestion des stocks et de manière générale sur notre performance. Donc, on investissait jusqu'à 40% pour des simples réparations pour la simple et bonne raison que les techniciens n'avaient pas à leur disposition des outils et une stratégie bien déterminée. Ils devaient tout simplement intervenir en cas de panne et se baser sur leurs connaissances et sur leurs expériences pour pouvoir résoudre le problème. Et lorsque on avait des pannes prolongées, on faisait appel aux fournisseurs des équipements et ceci ça a un coût malheureusement. Donc l'un des moyens les plus connus pour éviter ces arrêts de production, c'est de mettre en place une maintenance préventive. Une maintenance préventive donc, permet notamment de maintenir nos différents équipements dans des conditions optimales de fonctionnement et de réduire la probabilité des apparitions des différentes pannes. Ce type de stratégie donc se repose tout d'abord sur une meilleure gestion de la maintenance en elle-même, ce qui nous conduit à notre deuxième objectif, qui était l'élaboration, la conception et la mise en place d'un nouveau système de gestion en interne, d'autant plus que 85% de nos méthodes et stratégies en interne ont été jugées ni optimales ni efficientes. C'est la réalité, hein, parce que quand on travaille de manière analogique, comment être efficient? Ce n'est pas possible. Donc, la gestion donc est un point important qu'il faut prendre en compte, car elle est également gage de qualité. Donc, notre nouveau système donc, doit se résumer à visualiser, analyser, planifier et minimiser les risques. Et ça nous conduit donc à nos deux derniers objectifs qui étaient de la saisie et la collecte numérique des différentes données, parce que pour établir, par exemple, des rapports analytiques sur base de données quotidiennes, il est impératif de pouvoir récolter ces informations de manière numérique. Et le dernier point, c'était une fois de plus l'implication du personnel, d'autant plus que dans notre cas, 25% des experts vont à la retraite, ce qui représente une perte considérable pour nous. Alors, une fois que nous avons dit et clairement expliqué nos différents problèmes, on s'est tourné vers les différentes offres que nous avions. La première, c'était acquérir un logiciel de GMAO, qui est souvent la solution vers laquelle les différentes entreprises se tournent. Donc, nous, on a effectué dans une série de workshops avec des entreprises allemandes qui proposent ce genre de solution. Mais on s'est très vite rendu compte que le coût de l'implémentation ou le coût d'acquisition est plus ou moins élevé. Et à cela s'ajoute également le coût de la formation du personnel. Et dans certains cas, certaines entreprises, leur logiciel nécessitait l'accès à nos différents serveurs, donc pas l'éditeur, et ce qui nous posait un problème de sécurité. Donc pour toute cette raison-là, on s'est dit, on va essayer de voir d'autres solutions. On s'est tourné vers du reporting via VBA, qui est plus ou moins également connu dans le domaine de la maintenance. Mais même dans ce cas-là, les inconvénients l'ont emporté sur les points positifs parce qu'il s'agit par exemple de la limitation en termes de capacité et performance d'un fichier Excel. Vous avez forcément tous déjà utilisé un
fichier Excel, vous savez à quel point ça peut bugger. Et on parle là de cibles mouvantes parce que Excel met à jour de manière régulière ce programme-là. Donc, il n'était pas sûr que ce qu'on pouvait développer, ce qu'on pouvait programmer avec VBA, dans 3 mois, soit compatible avec la nouvelle version. Et ça devait nous poser un gros problème. Et aussi en termes de programmation pure et dure, il faut dire que Excel ne possède pas de bibliothèque de classe qui est indispensable dans ce type de programmation, notamment avec un langage de programmation comme C++. Et on était un peu déboussolés, on ne savait plus trop vers qui se tourner. Et je me suis dit, pourquoi pas développer notre propre logiciel de GMAO. Alors je sais, quand je l'ai dit pour la première fois, ça paraissait un peu fou comme idée, mais une fois que j'ai expliqué et détaillé comment on pouvait s'y prendre, j'ai réussi déjà à convaincre mes responsables. Et il faut savoir que c'est important pour nous parce que concevoir notre propre logiciel de GMAO signifiait également reprendre le contrôle et nous réapproprier notre maintenance. Donc on voulait faire quelque chose qui est par nous et pour nous, puisque on a longtemps répété qu'on va impliquer l'ensemble des collaborateurs. C'était le moment venu de mettre en application. Donc dans les prochaines minutes, donc, vous verrez comment on a développé notre propre logiciel de GMAO. Tout d'abord, je vais parler des besoins fonctionnels de notre logiciel. Ce logiciel-là donc, doit nous permettre la saisie et la collecte de données de manière numérique, nous permettre de réaliser les différentes opérations de maintenance, la gestion du personnel, donc la planification des différentes équipes, ou encore les demandes de congés, la gestion des achats, des équipements et la gestion des stocks. À cela s'ajoutent également des contraintes ergonomiques, c'est-à-dire la facilité d'utilisation par nos collaborateurs, des contraintes techniques et certaines contraintes de sécurité dues à la protection des données. Donc, j'ai choisi d'appeler affectueusement cette application Léo. Et comme vous pouvez le voir, c'est le menu principal que vous voyez là et le logo lorsqu'elle démarre. Donc, Léo a pour objectif l'optimisation de l'ensemble des processus de gestion. Et c'est une application web dynamique classique qui tourne sur Android et qui a possible les différents acteurs que j'ai cités précédemment. Le langage, donc, c'est en allemand, comme vous pouvez le voir. Alors, la majorité des gens identifient Microsoft à travers Excel, Word ou encore Teams, Microsoft Teams et Outlook. Permettez-moi ici de vous présenter la plateforme Power de Microsoft. Il s'agit tout simplement d'une plateforme d'applications intégrée constituée principalement de Power Apps, Power BI, Power Automate et de SharePoint. Cette plateforme développée par Microsoft et en open source a pour objectif d'aider les différentes entreprises à optimiser leurs process et à rendre efficace l'ensemble des opérations en interne. Ici, Power Apps représente l'environnement dans lequel j'ai développé petit à petit notre logiciel de gestion. Le langage utilisé ici, c'est un langage propre à Microsoft appelé PowerFX, mais qui est néanmoins compatible avec ses pairs. Donc, il permet également de la programmation du no-code au pro-code. C'est ainsi que donc en front-end, c'est-à-dire les éléments qui sont visibles de l'application, qui sont visibles à l'utilisateur et avec lesquels il peut interagir, on retrouve de la programmation dans le langage de programmation HTML et du JavaScript. Donc, pour ce qui est du back-end, c'est-à-dire les éléments non visibles que l'utilisateur ne voit pas, il s'agit ici du fonctionnement interne de l'application, de la gestion et transfert des différentes données, de la gestion des serveurs et hébergeurs. Le langage utilisé, c'est C++. Donc, une fois que l'ensemble des données sont collectées, donc qu'il s'agisse des temps d'arrêt, des temps de production ou encore l'achat de nouveaux équipements, une fois que toutes ces données-là sont collectées par notre application, elles sont automatiquement envoyées dans SharePoint, qui représente notre base de données et nous permet de consulter, partager, gérer nos informations en toute sécurité. De la même manière, nos informations sont synchronisées avec Power BI, qui est ici notre logiciel d'analyse de données.
et qui nous permet de créer des visualisations spécifiques et proportionnelles à ce qu'on souhaite obtenir. Et il faut savoir que Power BI, moi je définirais ça plus comme un langage de configuration. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la programmation en interne. S'il peut en avoir, mais c'est plus de la configuration en fonction de ce qu'on souhaite obtenir comme information. Donc Power Automate ici, encore appelé il y a quelques années Microsoft Flow, permet tout simplement d'automatiser des tâches quotidiennes récurrentes. Donc, il faut savoir que sur la plateforme Power, on a la possibilité un peu d'organiser de structurer notre plateforme parce qu'il y a énormément d'éléments à notre disposition. J'ai choisi donc de l'élaborer en 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau visuel. Et le deuxième niveau, on retrouve dans les applications que j'ai définies tout à l'heure, Power BI, Power Apps, Microsoft Flow. Donc, et Microsoft Flow, un exemple de Microsoft Flow, comme je l'ai dit, c'est par exemple, je veux obtenir une information de la machine. Donc, c'est une tâche quotidienne, par exemple, le temps de production. J'ai un capteur qui me dit si la ligne de production est en train de tourner. Et avec Microsoft Flow, tout simplement, je fais un ping sur un capteur qui me récupère l'information et je le fais toutes les secondes. Et ainsi, je peux savoir si la production tourne ou pas. Donc, il y a énormément de tâches qu'on fait comme ça, comme envoyer des rappels ou enregistrer des pièces jointes en cas lorsque les techniciens font un banc de travail ou tout simplement veulent des résumés sur des pannes. Donc, on retrouve également des connecteurs et gateways. Cela nous permet tout simplement le transfert de nos données de manière sécurisée depuis les données locales et avec nos différents serveurs en entreprise. On retrouve également le fondement même de Power Apps, qui est de Power BI de manière générale, qui est le Common Data Model, qui définit un langage commun pour les entités métiers. Comme je l'ai dit, c'est dédié aux entreprises. Donc, dans ce développement-là, il y a déjà une certaine assistance et on peut retrouver les différents services qu'on a en entreprise. C'est une sorte d'aide déjà fait en interne par la plateforme. Donc ici, vous pouvez voir les deux aspects, front-end et back-end, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et on a donc l'utilisateur en violet qui, lui, ne voit que l'application qui a été développée. Et l'administrateur, donc, lui, a accès à l'ensemble de ces 2 visions d'application. Et comme je l'ai dit, on s'appuie sur l'ensemble de nos données. On peut utiliser, je peux créer des rappels, comme dit, en envoyant un mail. Je peux me baser sur un fichier Excel pour récupérer une information. Et elle est compatible donc avec toutes les applications créées par Microsoft et même d'autres qui ne sont pas de Microsoft. Donc je vais passer à une petite illustration pour que vous puissiez un peu visuellement voir de quoi il s'agit. Donc ici, on va se mettre dans la peau d'un exploitant de la chaîne de production. Et là, je l'ouvre l'application tout simplement sur un navigateur, mais on peut le faire également en cliquant sur le logo sur le bureau. Hein. Donc on est on lance tout simplement un bon de commande et on doit saisir dans les différentes informations liées à la commande. Je précise que cette version, c'est la première version qu'on avait faite et aujourd'hui, on n'a plus besoin de saisir ces informations. On le récupère directement sur notre base de données SQL. Donc, l'utilisateur a juste écrit la première lettre, par exemple F, et l'ensemble de ces informations, donc le nombre de collaborateurs ou encore le numéro d'article, le numéro de charge, apparaît de manière automatique parce que c'est déjà préfait et préparé. Une fois que les différentes informations sont saisies, on peut passer à l'étape suivante. Il y a une vérification pour voir si ça correspond à nos données dans notre base de données. Et ensuite, on lui donne l'autorisation de continuer. Il faut... Ici, donc, lorsqu'on débute notre production sur la chaîne, donc sur notre chaîne, il y a parfois des travaux qui sont liés à la préparation. Donc, par exemple, ramener des cartons qui contiennent des tubes. C'est ça que signifie Umbau en allemand, pardon. Et Rüsten, ici, désigne tout simplement
les paramétrages effectués ou les adaptations effectuées par notre technicien avant le début de la production. Donc là, on peut voir que ça tourne tout seul. Donc, une fois que c'est terminé, il suffit d'appuyer sur Stop. Et vous voyez ici, il y a une petite latence de 15 secondes parce qu'on a déterminé que nos données étaient transférées en 15 secondes et que parfois, lorsque les utilisateurs appuyaient un peu plus sur tous les boutons, bah, ça créait des bugs. Donc, on s'est dit, on va faire de la manière la plus simple et intuitive en mettant une petite latence. Et pareil ici, au début, il devait appuyer sur Start pour démarrer la production. Maintenant, on a des capteurs et on récupère l'information nous-mêmes. On n'a plus besoin qu'ils disent qu'il a démarré la production ou pas. Et les deux autres options en bas, dans ce cas, par exemple, c'est quand il y a des arrêts. On doit justifier l'arrêt, par exemple, et donner, si l'arrêt n'est pas connu, l'utilisateur met tout simplement autre. C'est ça que signifie Zanstiges. Et il rentre donc un commentaire qui est envoyé dans notre base de données. Et là, on va compter, comme dit, exactement 15 secondes pour se rassurer que l'utilisateur ne fasse pas autre chose. Et comme dit, c'est une application qui est dédiée à être la plus simple des manières en production. On ne voulait pas se compliquer les choses, avoir quelque chose avec 1000 boutons, quelque chose d'intuitif et logique même à utiliser. Et c'était ça le retour. Mais on peut se mettre aussi dans le cas d'un technicien qui a une panne. Donc une panne a été signalée, il intervient. Là, on a warten auf monteur, ça veut dire tout simplement attendre le monteur ou se faire confiance et résoudre le problème soi-même. Donc là, on attend tout simplement que le monteur soit présent. Et une fois qu'il est là, il pourra juste appuyer sur monteur présent et basculer sur la page de production. Donc là, on se trouve sur la page de production, on a un petit message qui dit, une fois que la panne est terminée, appuyez sur problème résolu ou panne résolue. Donc le technicien doit rentrer les informations sur les différentes machines et déterminer l'élément qui était problématique. Et quand c'est fait, il doit encore saisir et décrire la panne. Il doit décrire, donner les raisons de la panne et donner également les solutions qu'il a apportées. On a mis un minimum de 10 caractères pour qu'il puisse quand même nous donner des informations qu'on puisse analyser. Une fois que c'est fait, donc les informations sont envoyées et on peut faire autre chose ou gérer nos équipements, nos stocks, nos achats. Je vais juste revenir ici rapidement parce que là, vous voyez notre base de données. Cette base de données-là, si vous avez remarqué, vous retrouvez l'ensemble des informations qu'on a saisies au début. Ouais, c'est exactement là. Vous retrouvez ces informations-là qui sont envoyées de manière instantanée. Et on a également la description des différentes tâches qu'on a effectuées. On a effectué un umbau, c'est-à-dire on a préparé le matériel. Ensuite, on a fait quelques arrêts, on a fait une intervention de technicien. Et on voit là le nombre de techniciens qu'on a saisis, la cadence de production. Et ensuite, vous pouvez également voir la machine qui a été problématique lors de l'arrêt. L'élément qui était problématique qu'il a fait, à l'occurrence, c'était moi. Et voilà, donc on a toutes les informations qu'on a saisies, qui sont récupérées. Et un autre point qui est très important pour nous, et notamment très important pour l'analyse en maintenance, c'est les différents temps. Donc vous voyez, on saisit les temps et les durées de manière automatique. On a la date et l'heure de durée à la seconde près, qui est envoyée et saisie. Donc l'utilisateur même ne voit pas forcément, mais à chaque bouton qui est appuyé, entre deux boutons, il y a des calculs de temps à chaque fois. Donc là, on a la description qu'on a faite. Et un autre élément important donc, concernant le temps, c'est les différents calculs. Parce que, par exemple, il est important pour nous de déterminer le temps qu'a duré une intervention. Et parfois, on doit le multiplier par le nombre d'utilisateurs pour savoir ce que cela nous coûte en réalité. Donc, ces calculs-là sont faits de manière automatique ici, en fonction de ce qui est demandé par nos responsables de maintenance et parfois le service finance de l'entreprise. Et comme je vous l'ai dit, les données sont aussi de manière
automatique synchronisée avec notre application Power BI qui nous permet d'effectuer l'analyse. Donc ici, par exemple, on a configuré de manière à avoir le taux de rendement de notre production. Et comme vous pouvez le voir, en principe, sans les arrêts de production, donc sans les pauses, par exemple, on doit produire à 100% et cela correspond à 46 487. Lorsqu'on ajoute donc les arrêts prévus pour la préparation, les différentes pauses, on est à 38 000 qui représentent 82%. Mais en réalité, ce qu'on a fait, c'est que 25 000, on n'a fait que 54%, alors qu'en principe, on devait être capable de faire 82%. Et c'est ce genre d'analyse qui nous pousse à nous poser des questions. Maintenant qu'on sait qu'on est capable de faire 82%, pourquoi est-ce qu'on n'a fait que 54%? Donc derrière, on mène notre petite enquête et toujours ce logiciel nous permet, en fonction de la configuration qu'on fait, donc de trouver le problème. Parce que les informations ont bien été saisies par nos collaborateurs lors de l'intervention. Par exemple, ici, on peut voir que dans les précédentes semaines, on a eu 50 arrêts qui sont dus à une machine, à notre remplisseuse. Et on a également le détail du problème parce que là, on peut voir que c'est lié, par exemple, aux différentes pompes ou encore des têtes d'impression. Donc, on a identifié le problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on contacte le fournisseur pour lui dire, bon, on se rend compte que le matériel que tu nous as vendu n'est pas très efficace, on se tourne vers une autre entreprise, ou encore on essaye de mettre en place notre stratégie donc, de prévention en se disant que au bout d'un nombre de temps, tout simplement, cette pièce casse et il faut donc la remplacer avant qu'elle casse parce que ça représente un arrêt qu'on veut éviter. Donc, il y a énormément de possibilités d'analyse qui sont possibles avec cette application. Donc, après quelques mois seulement d'utilisation, on a pu faire juger nos premiers pas dans ce monde numérique en se basant sur les indicateurs connus dans la maintenance, FMD, fiabilité, maintenabilité et disponibilité. Et on a très vite constaté que l'augmentation de notre durée moyenne entre deux défaillances consécutives a augmenté de 52%, tout simplement parce que maintenant on identifie la panne et on peut la visualiser en temps réel. Donc les techniciens sont plus aguerris lors de les interventions. On note également une réduction du MTTR qui est tout simplement la durée moyenne entre réparations. Avant, les pannes s'enchaînaient assez rapidement. Avec cette nouvelle solution-là, vu qu'on peut consulter maintenant aussi les interventions précédentes, cela accélère tout simplement le temps de réparation et les pannes sont moins courantes. On note également un accroissement de notre MTUT, qui est tout simplement la durée moyenne de fonctionnement après réparation. Donc, une fois qu'on a on a pu mettre notre maintenance préventive en place, on s'est tout simplement rendu compte que le fonctionnement après réparation est plus long. Et de la même façon, l'augmentation du MTBF et la réduction du MTTR ont eu un impact direct sur la baisse de la durée moyenne d'indisponibilité. Et ainsi, on a pu, pour résumer, rendre nos équipements plus fiables, plus maintenables et disponible. Et comme dit, ce n'est que les premiers pas. Il y a encore énormément d'idées que nous avons pour être plus performants, encore plus efficaces et vraiment réduire au maximum les différents arrêts en production. Donc ça, je pense que c'est qu'un début. Et donc les impacts liés à notre transformation, on peut parler de la mise en place d'un nouveau modèle donc, de gestion, parce que c'est comme ça qu'on gère maintenant notre production et notre maintenance de manière générale. L'amélioration et l'efficacité des opérations, l'amélioration de l'expérience technicien, parce que je pense que c'est eux les plus contents après les premiers retours qu'on a eus, parce qu'ils perdent moins de temps, c'est plus facile pour eux de travailler, d'effectuer leurs vraies tâches, et c'est tout simplement plus intéressant. Et globalement, on note également l'optimisation de la supply chain, donc coût, stock, service, parce que je ne voulais pas montrer, mais c'est aussi intégré à l'application.
Donc, je vous remercie de m'avoir écouté une fois de plus et j'espère que c'était intéressant pour vous. J'en suis persuadé. Merci infiniment, Yannick. On vous a bien écouté. On a également bien apprécié la présentation. On a trouvé avec Karim qu'il y avait beaucoup de travail, en tout cas visuellement, sur la présentation. Bon, indépendamment de cela, vous avez. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler un peu cette entreprise, parce que moi, je ne la connaissais pas. C'est une entreprise de la cosmétique. Alors, c'est vrai, on connaît bien les grands noms de la cosmétique français, mais certains allemands d'ailleurs aussi. Mais voilà, est-ce que vous pouvez juste rappeler en quelques mots cette entreprise, l'unité de production également, et peut-être aussi les quelques problématiques en matière de cosmétique, puisqu'on est quand même sur des sujets de production assez particuliers, assez exigeants en matière de qualité. Donc, tout d'abord, concernant l'entreprise, comme dit, c'est une entreprise qui a été créée en 1960 par Monsieur Paul Sergent, qui est un Allemand qui a fait ses études à Paris. Et donc, il crée et développe sa première crème à Paris et il se rend compte que cela marche plutôt bien. Donc, il s'oriente très rapidement vers le marché allemand et s'installe à Keller Bodelsweier, en Allemagne. Et c'est là qu'il crée son institut de beauté et crée sa première usine de production. Donc nous, comme dit, on conçoit nos propres produits sous la marque Jean Darcel, que vous pouvez retrouver un peu partout parce qu'on est présent, on distribue nos produits dans plus de 40 pays différents. Et c'est un groupe donc, qui a différentes sociétés filles, l'une d'entre elles dans laquelle d'ailleurs je fais ce projet appelé Kerkos. Et c'est donc l'entreprise qui est chargée du développement, de la recherche et de la conception jusqu'à la fabrication des différents produits. Et on propose, comme dit, une large gamme également de services, hein, parce qu'on a énormément de clients connus sur le marché que malheureusement je ne peux pas citer. Mais je suis persuadé que vous avez déjà utilisé des produits qui ont été conçus par nous. Mais nous faisons le marketing et la stratégie pour ces entreprises-là. Et donc, tous ceux de la cosmétique qui sont intéressés donc, à développer leurs produits, parce qu'on part vraiment du début, vous pouvez nous donner vos conditions, vos matières premières, et nous, on les recherche et on les développe pour vous. D'accord. J'ai une question par rapport aussi à la GMAO. Vous disiez au départ, chercher, donc vous avez fait un benchmark autour des solutions. J'étais surpris d'apprendre qu'il n'y avait que des solutions allemandes. Il me semble que vous utilisiez que des outils allemands, alors qu'il y a pas mal d'éditeurs de GMAO en France, notamment dans votre pays. Mais est-ce que c'est une volonté de l'entreprise Effectivement, vous avez raison. On s'est également tourné vers certaines entreprises françaises. Mais vous savez, la barrière, c'est au niveau de la langue. Parce que lorsqu'on mène ce genre de projet, très souvent, on doit être capable d'avoir au moins un responsable qui puisse parler allemand avec nous directement, parce que certes, je parle français, mais toute l'équipe en Allemagne parle allemand, nos responsables sont allemands. Donc, ça a très souvent causé problème, parce que je pouvais discuter avec eux, je pouvais trouver leurs solutions intéressantes, mais derrière, ils n'étaient pas capables de parler en allemand avec nos collaborateurs. Et comme dit, c'était une exigence de parler allemand, pas que anglais, parce qu'ils pouvaient parfois parler anglais, mais pour eux, c'était important vraiment d'avoir un minimum d'allemand pour pouvoir être intégré ou travailler avec eux. Donc, effectivement, c'est une politique. D'accord. Très bien, merci pour ces précisions. Est-ce que vous avez des questions? Peut-être un peu plus aussi sur la partie numérique et pas digitale. Voilà, je sens la question venir à 100 mètres. Alors, d'abord, bravo. J'ai effectivement trouvé très, très esthétique. Yannick est à l'IUT, hein, donc je peux me permettre. Alors, évidemment, on ne va pas être d'accord entre le digital et le numérique. Pour une raison très simple, c'est qu'en France, il y a eu une publication. Alors, tu es pardonné, hein, tu es à moitié allemand. Tiens, d'ailleurs, il y avait une faute de production, il n'y a pas de cas. Hein. Ouais. En français, il n'y a pas de cas, je crois. Hein. Oui. Donc, il y a eu une publication, parce qu'il y avait des discussions sur la traduction du mot digital. Donc, une publication au journal officiel qui dit que dorénavant, la traduction du digital, en anglais, se dit numérique. L'autre question, et plutôt un commentaire que j'ai envie de faire, c'est « Mais vous êtes fous !» Vous lancez dans un... Alors,
c'est vrai, dans GMAO, il y a d'abord GM. Ensuite, on fait le AO. Mais généralement, on fait faire le AO. Vous lancez dedans. Donc, tu te rends compte de la difficulté du travail que vous allez avoir. Parce que qui va faire la continuité après? C'est une question que, honnêtement, mon responsable il m'a posé la même question. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle, dans cette démarche-là, j'implique l'ensemble de nos collaborateurs. Vraiment, on est une équipe de quoi, je dirais, 10 techniciens qui suivent ce projet-là et avec qui je travaille. Donc, de cette manière, le langage de programmation, on l'apprend au quotidien, on le découvre. Si je ne suis pas là, par exemple, aujourd'hui, et qu'en production, il y a un problème et qu'il faut modifier un bout de code, ils sont capables de le faire sans moi. Donc, il y a une documentation qu'on fait au fur et à mesure parce que c'est très important. Il faut pouvoir l'utiliser sur le long terme. Donc, la démarche donc, de conception va avec cette démarche de formation du personnel. Donc, c'est une très bonne question et c'est très important. C'était la priorité d'ailleurs dans ce projet-là. Il fallait pouvoir former les collaborateurs qui puissent l'utiliser. Donc, que je sois là ou pas, ils peuvent l'utiliser, le modifier à leur guise. Et comme je l'ai dit, le langage de programmation utilisé, c'est du no-code au pro-code. C'est-à-dire que le no-code, c'est pour ceux-mêmes qui n'ont pas des connaissances de base en programmation comme moi je peux l'avoir. Donc, il y a une façon d'assister l'utilisateur dans la programmation qui facilite les choses aussi. C'est pour ça qu'on a choisi cette option-là. Ce n'est pas de la programmation pure et dure. C'est qu'on va aller un peu loin dans les choses si on utilise des langages de programmation, mais de manière générale, quelqu'un qui n'a pas les capacités, les connaissances dans ce domaine-là, peut aussi apprendre très rapidement. D'autant plus que je fais une documentation quotidienne. Je détaille mes bouts de code, je détaille l'ensemble des éléments et comment je les fais, comment les modifier. Et donc, il y a vraiment un suivi. Ah, dommage, les notices sont en allemand, c'est dur. Non, mais en tout cas, l'avantage, c'est que tu as réussi à impliquer tes collaborateurs et c'est votre système. Et j'ai envie de dire, c'est votre gestion de maintenance assistée par ordinateur. Donc, ça ne peut que marcher. Et donc, là, c'est une question presque, il n'y a pas de raison d'être. Je suppose que tout le monde se l'est approprié. Bien sûr. Et ça nous a même surpris parce qu'au bout de 2-3 jours, les exploitants de la chaîne de production ont pu l'utiliser même sans notre aide. Parce qu'on s'est dit au début, on va être là à la chaîne de production avec eux. Sauf qu'au bout de 2 jours, c'est logique. Ça se suit. On n'avait même pas encore établi un guide d'utilisation qui voyait les boutons, qui dit bah, là, je vais en production, là, je suis en arrêt. Et c'était simple et détaillé. Il n'y avait pas 1000 boutons différents qui les fait stresser parce qu'ils ne savent pas quoi faire. Mais et aussi, j'ai oublié de préciser, il y a des indications aussi dans le logiciel. Quand on a la tablette en soi, en fait, il y a un temps de latence. Si au bout de 10 secondes, il ne se passe rien, la tablette nous propose des indications. Nous demande si on veut, par exemple, produit, si on est en arrêt, si on veut faire une gestion de stock. Et derrière, donc, notre documentation est intégrée à l'application. Donc, l'utilisateur peut tout simplement dire, bon, je ne sais pas comment faire. Je veux pouvoir, je ne sais pas commander un équipement, mais je ne sais pas comment faire. Et il y a donc l'introduction qui sera proposée. Il pourra tout simplement lire les différentes étapes en temps réel et puis les effectuer. On ne peut pas mieux customiser. Tu vas monter ta boîte et devenir éditeur GMAO. Oui, bravo. Je partage ce compliment pour vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Peut-être par rapport à la mise en œuvre de tout cela, notamment avec les techniciens, peut-être ce rapport aussi avec la production, le fait de l'avoir impliqué. Si vous pouvez nous rappeler peut-être comment on implique tout ça de façon managériale, voilà, sur Alors, management de projet. Je pense que c'est l'une des étapes d'ailleurs les plus compliquées, hein, c'est-à-dire de convaincre l'utilisateur que c'est bien pour lui. Surtout quand vous avez, par exemple, en face un monsieur très expérimenté qui a 20-25 ans et qui connaît son travail. C'est joliment dit pour dire une personne plus âgée, hein, c'est ça. Moi, je préfère dire expérimenté. Donc, il a l'habitude de faire des choses depuis 20-30 ans et que soudainement, vous lui dites, cet outil-là va simplifier ton travail. Alors, là, il faut vraiment aller au bout des choses,
détailler, expliquer vraiment pourquoi. Et je pense que je pars sur la base que la plupart des gens sont honnêtes et sincères. Donc, une fois que tu réussis à les convaincre, à leur expliquer pourquoi est-ce que c'est plus facile et qu'ils puissent le voir aussi, parce qu'on peut le dire, mais dans la réalité, ça peut arriver qu'ils disent bah non, ça me correspond pas. Lors de notre phase de test, ils ont pu voir que tout ce qu'on avait dit était véridique. Ils étaient d'autant plus satisfaits et contents. Et enfin, il y a aussi une option d'ailleurs sur cette application qui permettait de donner un avis, juste de manière anonyme. On ne pouvait pas savoir qui l'a écrit. Et les retours étaient très positifs. C'est-à-dire que les exploitants étaient plutôt contents de l'application. Et nous aussi, en conséquence.